Bonjour. Donc, le premier exercice de l'examen de la session normale de probabilité concerne les probabilités. Donc, je veux offrir 3 roses à ta fiancée. Le fleuriste a 5 sortes de roses. Combien de choix as-tu? Donc, comme vous savez, dans les probabilités et dans l'analyse combinatoire, nous avons certaines formules qu'on essaie toujours de voir est-ce que nous avons les conditions de l'une de ces formules-là pour l'appliquer directement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends en considération 2 choses importantes. La première des choses, c'est l'ordre. La deuxième des choses, c'est la répétition. Donc, la première des choses, c'est l'ordre. La deuxième chose, c'est la répétition. Premièrement, pour l'ordre, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a une relation d'ordre dans une opération, c'est lorsqu'on change les éléments et on trouve un autre résultat. Par exemple, j'ai un mot de passe. Si j'ai changé la position de 2 caractères, je tombe sur un autre mot de passe, pas celui que j'ai avant. Donc, on dit qu'il y a une relation d'ordre. Ça, c'est la première chose. Pour la répétition, on essaie de voir est-ce que l'élément qu'on a vu au début, on peut le voir une deuxième fois ou non. Est-ce que l'élément, par exemple, que j'ai utilisé au début, est-ce que je peux l'utiliser une deuxième fois? Voilà la relation d'ordre. Donc, on va essayer de voir est-ce qu'on a ces conditions-là ici. Pour les 3 fleurs, est-ce qu'il y a la question que je peux poser ici, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'énoncé qui me dit que je ne peux pas donner 3 roses rouges? Est-ce que je peux donner 3 roses rouges? Bien sûr, j'ai le choix, donc je peux choisir 3 roses rouges. Ça veut dire qu'il y a une répétition. Donc, je peux choisir parmi ces sortes-là, ces 5 sortes de roses, je peux choisir les 3 rouges. Donc, j'ai une répétition. Ça, c'est la première des choses. Pour l'ordre, si j'ai choisi, par exemple, une rose rouge et une autre blanche et une autre, je ne sais pas moi, rose. Donc, ces 3 fleurs-là que je veux donner à ma fiancée. Donc, si j'ai inversé l'ordre, ça reste toujours le même groupe de fleurs. Donc, je ne vais pas tomber sur un autre résultat. Donc, c'est exactement le même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, il n'y a pas de relation d'ordre. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ici, on n'a pas d'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire pas d'ordre? Pas d'ordre, ça veut dire qu'on n'a pas d'arrangement. Donc, on a combinaison. C'est clair? Combinaison. Combinaison, on a une répétition, donc avec répétition. Donc, avec répétition. Donc, si nous avons combinaison avec répétition, on la note K, P parmi N, qui est dans notre cas K de 3 parmi 5. Donc, si je veux utiliser la définition directe, il est égal à la combinaison de P N plus P moins 1, qui est égal tout simplement à combinaison de 3 parmi
Donc, 5 plus 3, 8, moins 1, c'est 7. Et ça, je vais la calculer comme étant 7 factoriel sur 3 factoriel, 7 moins 4 factoriel. Et ceci me donne, je mets directement le résultat, c'est 36, 35. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. D'accord. Donc ici seulement, il faut, bon, si vous avez oublié bien sûr, si vous avez oublié la formule, donc j'ai déjà expliqué comment trouver la combinaison avec répétition. C'est tout simplement une permutation des 0 et des 1. Si j'ai mis par exemple des séparateurs comme ça, donc 5 séparateurs. Attention. Si j'ai mis 4 séparateurs, pardon, c'est pas 5. Donc la formule, ça fait comme ça. Donc si j'ai mis ici des 0, ça veut dire que j'ai choisi les 3 premières fleurs. Je ne sais pas, ça dépend des rouges par exemple. J'ai choisi 3 rouges. Si j'ai mis comme ça, par exemple, c'est-à-dire j'ai choisi une de la première catégorie, deuxième, de troisième, et là, j'ai rien fait. Donc, si je prends ça, c'est tout simplement une permutation de 3 zéros avec 4 séparateurs. Donc, ça me donne une permutation de 7, mais bien sûr qui contient 3 zéros, 3 éléments identiques et 4 éléments identiques. Donc, c'est une permutation de 7 qui est 7 factoriel, mais qui contient 3 zéros, c'est-à-dire 3 éléments identiques et 4 séparateurs qui sont aussi identiques. Et donc ça, c'est exactement la formule que vous avez ici. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question. Voilà. 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 Bon. Pour la deuxième question, combien d'équipes de 3 personnes peut-on former à partir de 7 personnes? Donc, lorsque j'ai dit une équipe, c'est-à-dire, j'ai par exemple 3 personnes forment une équipe. Donc, si j'ai changé l'ordre dans ces 3-là, ça reste toujours la même équipe qui est constituée par exemple de 3 personnes, personne 1, personne 2, personne 3. Donc, il n'y a pas de relation d'ordre. Ça, la première des choses. Est-ce que je peux construire une équipe par personne 1, personne 1, personne 2? C'est impossible d'utiliser une personne 2 fois. Donc, il n'y a pas de répétition. Donc, c'est tout simplement une combinaison, puisqu'il n'y a pas de relation d'ordre. Donc, ce n'est pas un arrangement. Donc, deuxièmement. Donc, deuxièmement, j'ai dit, j'ai pas de relation d'ordre, donc c'est une combinaison, parce que si j'ai changé les éléments de l'équipe, donc je trouve la même équipe, et je ne peux pas utiliser la même personne 2 fois, donc c'est une combinaison, tout simplement, de quoi? Donc de 3 parmi 7. Donc de 3
parmi 7. Et ça me donne le même résultat que l'exercice avant. Donc, c'est 7 factoriel. C'est 7 factoriel sur 3 factoriel, 4 factoriel. Ceci, il est égal à 35 toujours. Voilà. Donc, le deuxième, ce n'est pas très difficile parce qu'on a déjà travaillé un exercice sous cette forme. Même il y a un exercice dans le cours qui parle d'un groupe d'étudiants, quelque chose comme ça, dans lequel on a choisi des représentants. Et donc, c'est la même chose si je construis une équipe. C'est comme le cas des représentants d'une société ou bien d'une classe. Voilà. Pour le deuxième exercice, donc, je trouve des difficultés d'écriture. Juste problème. Voilà. Deuxième exercice, on lance un dé non équilibré plusieurs fois, c'est-à-dire il n'a pas les mêmes probabilités pour les faces, c'est ça ce que ça veut dire, non équilibré, plusieurs fois, et on obtient une loi. On obtient la loi de la variable x qui prend les valeurs de la face supérieure donnée par. Donc ici, nous avons les valeurs du d, donc de 1 jusqu'à 6, et chaque face a une probabilité. D'après un ensemble d'expériences, on a noté ces données-là. Mais on les a notées en fonction d'un paramètre inconnu qui est P. Donc la première des choses, c'est déterminer ce P-là. Puisqu'il y a un seul variable dans la formule, donc on sait que les probabilités vérifient toujours pour une loi quelconque d'une variable aléatoire, donc toujours discrète bien sûr, toujours la somme des pays, il est égal à quoi? Il est égal à 1. Donc si je mets la somme des pays ici, donc ça me donne normalement, ça me donne 20. Et ceci, il est égal à 1, ça veut dire P, il est égal à 1 sur 20. Donc ça, c'est apparemment c'est facile. L'essentiel ici, c'est de savoir que si nous avons le cas discret, une variable non continue, on fait comme ça. Mais si nous avons une variable continue, on la remplace par quoi? L'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f de x. De f de x. Voilà. D de x égale à 1. D de x égale à 1. Donc ça remplace donc le cas continu. Mais ici, on a une variable discrète, donc on fait la somme à la place de l'intégrale. Voilà, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, calculer l'espérance. Donc, on sait que l'espérance dans le cas d'une variable discrète, P de x, il est égal à... Il est égal à quoi? PIXI. PIXI, mais la somme d'abord. Donc, la somme de i égale à 1 jusqu'à n, c'est-à-dire toutes les valeurs de la variable, mais PI fois xi, c'est-à-dire la probabilité de chaque xi avec xi, ce sont les valeurs prises par x. Donc, dans notre cas, il est égal à, donc nous avons de 1 jusqu'à 6, c'est ça les 6 valeurs. La première valeur, c'est bien sûr lorsqu'on remplace P par sa valeur, c'est-à-dire 1 sur 20, on aura ici 2 sur 20. Donc, ce qui nous donne, je vais simplifier directement, 1 sur 10, c'est ça, 2 sur 20. Pardon, c'est pas sur 100. 1 sur 10 qui est multiplié quoi? 1. 1. Très bien. Donc, plus 4 sur 20. Donc, ça me donne 1 sur 5 qui multiplie 2 et ainsi de suite. Voilà. Je mets les pointillés
jusqu'à la dernière. Donc, ça me donne P qui est 1 sur 20 qui multiplie 6. Et ceci, donc, il est égal à quoi? Il est 13 sur 4. 13 sur 4. Voilà. 13 sur 4. Et si vous voulez, pour simplifier cette fraction-là, donc ça nous donne 3,25. Voilà, c'est la même chose. Bien sûr, les deux résultats sont justes. Voilà. Pour l'écart type, donc d'une façon générale, pour une variable discrète, donc l'écart type sigma, il est égal, d'abord, il est égal à la racine carrée de la variance. De variance. Pour toutes les variables, cette formule-là est valable, mais dans le cas où nous avons une variable discrète, donc cette variance-là, il est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n. Donc, pour donner directement la formule la plus simple dans les calculs, donc je mets c'est pi xi au carré moins e de x au carré. Donc ça, c'est la formule la plus simple dans les calculs. Par contre, si vous voulez utiliser la formule d'une façon générale, donc v de x, il est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n de pi, d'abord, pi, donc xi moins x bar, c'est-à-dire moins e de x. C'est ça la formule d'une façon générale de l'écart. Donc ça, c'est la formule générale parce qu'il mesure l'écart des points autour de l'espérance, qui est dans le cas particulier la moyenne. Mais lorsqu'on veut utiliser les calculs, on utilise cette formule-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au lieu de chaque fois retrancher e de x et calculer le carré, ici on calcule le carré directement et à la fin on retranche une seule fois la valeur de la moyenne. Donc, je vais remplacer ici certaines valeurs avant d'écrire les résultats directement. Donc, je mets comme ça. Et donc, la première valeur, ça sera, donc je remplace directement P. Pour la première valeur, donc 2 sur 20, ça veut dire 1 sur 10, qui multiplie quoi? 4 sur 5. 1 au carré. Plus, donc 4 sur 20, qui est 1 sur 5, qui multiplie 2 au carré, plus jusqu'à la dernière, c'est 1 sur 20, qui multiplie 6 au carré, et moins, entre parenthèses, 3,25 au carré. Donc ça, c'est l'espérance. Et ceci, en utilisant la calculatrice, ça vous donne 1,26. C'est bien? Est-ce que vous avez des questions ici? Non, monsieur. Bien. Donc ça, c'est un exercice de probabilité qui traite tout simplement la loi d'une variable. Donc, il vérifie la condition, la somme des PI égale à 1. C'est une formule intéressante dans les lois de probabilité. Et puis, on a l'espérance et la variance, qui est des valeurs souvent calculées pour certaines lois, pour voir, c'est-à-dire en moyenne, disons, parce que l'espérance, c'est à peu près la moyenne, mais bien sûr les pondérations qui diffèrent par rapport à 1 sur n, qui est le cas particulier pour la moyenne. Donc ici, on aura en moyenne 3,25, c'est-à-dire la face, même si ça n'a pas d'importance, mais la face qui est la plus, disons, le plus souhaitée, c'est 3,25. Même si dans ce cas-là, ça n'a pas de sens en probabilité.
Voilà, ça c'est pour l'espérance, donc la formule c'est la somme des P xi, ça c'est comme le cas de la moyenne, la somme de 1 sur n xi, donc ici nous avons à la place de 1 sur n, nous avons d'une façon générale une probabilité P. Pour la variance, donc c'est la racine carrée les cas c'est la racine carrée de la variance, et la variance, donc c'est 1 sur n dans le cas particulier, mais dans le cas général, c'est pi fois xi au carré. Jusqu'à la somme de ces valeurs-là, jusqu'à la fin, on retranche une seule fois la moyenne au carré. Disons l'espérance au carré. Voilà. Pour le troisième exercice, qui est important, aussi qui est beaucoup utilisé dans les probabilités, il s'agit des règles qu'on connaît. Donc, ce sont les règles, la formule des probabilités générales et les probabilités conditionnelles, et bien sûr, la règle de base qui est beaucoup utilisée. Donc, pour se rendre à son travail, une personne peut choisir 4 chemins A, B, C et D. Donc, pas plus. C'est-à-dire, la probabilité de ces 4-là égale à 1. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ce que ça veut dire. Pas d'autre. Si j'ai fait la somme, je trouve 1. Donc, la probabilité de choisir A, elle est égale. Donc, je note les informations ici. Donc, P de A. P de A, il est égal à 1 sur 4. 1 sur 4. P de B, 1 sur 12. P de C, 1 sur 3. Alors que la probabilité d'arriver en retard en passant par A et. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La probabilité d'arriver en retard en passant par A et. C'est-à-dire, le 1 sur 10, il est lié à 2 événements. C'est quoi? Le premier événement, c'est arriver en retard, et le deuxième événement, c'est le chemin A. Donc, dans ce cas-là, on parle des probabilités conditionnelles. C'est-à-dire, sachant qu'il a passé par le chemin A, la probabilité qu'il arrive en retard est. Donc, c'est comme si le chemin A, il est déjà défini et on essaie de calculer la probabilité d'arriver en retard. Donc, ça, c'est ce qui nous donne une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité d'arriver. Bon, je note l'événement. Bon. Si on note, par exemple, je n'ai pas noté, non, il est déjà noté ici, donc R, arrivé en retard. Donc, il est dans l'énoncé. Donc, je mets la probabilité de R sachant A. C'est ça ce que ça veut dire, la probabilité d'arriver en retard si j'ai passé par le chemin A. Donc, ici, c'est 1 sur 10. Et la probabilité de R sachant B, il est égal à 1 sur 5. La probabilité de R sachant C, il est égal à 1 sur 4. En passant par D, il n'est jamais en retard. Donc la probabilité de R sachant D cos égal, Non. Il n'y a pas de retard dans le chemin B, il arrive à l'heure. Voilà. Donc, on note R, bien sûr, c'est l'événement K, qu'il y ait la probabilité que la personne passe par le chemin D. Donc, ça, c'est la première question. Donc, on a dit que il n'y a pas d'autre chemin. Ça, ce terme-là, c'est-à-dire pas plus, ça veut dire que si je mets la probabilité des 4 chemins, je trouve 1. Autrement dit, P de A plus P de B plus, bien sûr, il n'y a pas de croisement ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas de A plus. Si j'ai passé par A, c'est-à-dire je n'ai pas passé par B.
D, il est égal à 0. Il est égal à 1. Donc la somme des probabilités elle est égale à 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre chemin. Ou bien si vous voulez, on commence par la définition des probabilités d'une façon générale. On dit que la probabilité de oméga est égale à 1. Et ce oméga là, il est égal à la probabilité de A union B, union C, union D. Et puisque le A et B et le C et le D sont disjoints, donc la probabilité est égale à la somme des probabilités. Ça, c'est si vous voulez être un peu plus en détail. Donc, probabilité de C plus probabilité de D, il est égal à 1. Donc, je mets tout simplement probabilité de D de ce côté-là et je mets 1 moins les autres. C'est-à-dire probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de C. Bien sûr, entre parenthèses, c'est 3 probabilités. Et ceci, il me donne 1. Je vais monter un peu ici. Voilà, ça me donne, il est égal à 1 moins, et je fais la parenthèse ici, et je remplace les autres valeurs. Donc, vous remplacez les valeurs, ça, et le résultat final, ça vous donne 1 sur 3. C'est facile de faire ça. Donc, j'ai les valeurs en haut, c'est facile de le remplacer. P de A, c'est 1,1 sur 4. P de B, c'est 1 sur 12. P de C, c'est 1 sur 4. Et vous allez trouver au total 1 sur 3. Ça, c'est la première question. Et vous voyez qu'il a utilisé à peu près la définition des probabilités qui est P de oméga égale à 1, ou bien P de l'ensemble vide égale à 0. C'est la même chose parce que P de oméga est égal à 1 moins P de l'ensemble vide. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question. Quelle est la probabilité que la personne arrive en retard au travail? Donc, probabilité de R. Probabilité de R, bien sûr, on ne connaît pas probabilité de R tout seul. On connaît R si on a passé par A, si on a passé par B, si on a passé par C, etc. Donc, il est égal normalement à probabilité de R, si vous voulez. Donc, je serai un peu en détail ici, inter oméga, qui est égal probabilité de R inter oméga, je vais la remplacer par A union B, union C, union D. Bien sûr, ce n'est pas obligatoirement de faire tous ces détails-là, mais vous pouvez me dire directement, je vais arriver au résultat et je vais vous dire ce que vous allez dire si vous voulez être un peu plus rapide. Donc, il est égal, donc je vais détailler la formule. Donc, probabilité de quoi? Donc, R inter A, union R inter B, union R inter C, et enfin union R inter D. Voilà, et je ferme la grande parenthèse. Donc ici, on a dit que les A et B sont disjoints, donc R inter A, il est inclus dans A, donc R inter B, il est inclus dans B, donc R inter C, il est inclus dans C, et par conséquent, les éléments aussi R inter A et R inter B sont disjoints, donc je peux diviser la probabilité directement et mettre R inter A plus, etc. Je mets les pointillés jusqu'à plus probabilité de R inter D. Parce que tout simplement, A et B sont disjoints. Donc, une fois que j'ai les probabilités comme ça, bien sûr, je ne peux pas calculer directement R inter A. Je ne l'ai pas ici. Ce que j'ai, c'est que la formule qui est là peut être transformée en une probabilité conditionnelle. Je connais la probabilité de R sachant A.
Donc, on a dit d'une façon générale, je mets ça entre parenthèses, d'une façon générale, on connaît que la probabilité de A, sachant B, à quoi c'est égal, par définition, il est égal à la probabilité de A inter B sur probabilité de B. Et ceci, on peut l'utiliser dans le sens suivant. Probabilité de A inter B, il est égal probabilité de A sachant B fois probabilité de B. C'est ça la formule qu'on va utiliser. Voilà. Ou bien sûr, c'est la même chose si je mets ici la probabilité de B sachant A fois probabilité de A. Mais ce qui m'intéresse, c'est le R et le 1. Donc, je vais remplacer probabilité de R, donc directement ça. Je passe directement ici. Et donc, ça me donne probabilité de R sachant A fois probabilité de A qui multiplie plus. Je vais directement la même chose pour B, la même chose pour C, jusqu'à probabilité de R sachant D fois probabilité de D. Voilà. Et ici, donc je peux remplacer les valeurs que j'ai ici. Donc j'ai déjà 1 sur 10 qui multiplie 1 sur 4 plus, donc je crois 1 sur 5 qui multiplie 1 sur 12. 1 sur 12, très bien, plus 1 sur 4. 1 sur 4 qui multiplie 1 sur 3. 1 sur 3. Et enfin, ici, ça donne probabilité de R, c'est 0, qui multiplie 1 sur 3, qui est la probabilité de D. Mais puisqu'il y a 0, donc ça nous sert à rien. Et donc, ceci égale, si vous voulez, à sur 8. 1 sur 8. 1 sur 8 qui est égal à 0,25. 125. Voilà. Ici, ce que vous allez faire, tout simplement, vous n'avez pas besoin de passer par ces étapes-là, de oméga, etc. Vous pouvez me passer directement vers cette formule-là et dire si la formule des probabilités totales. Donc ça, vous pouvez directement faire la probabilité de R est égale à ça, parce que ça, c'est une formule connue sous le nom des probabilités totales. Donc, P de R sachant A fois P de A, etc., jusqu'à P de R sachant D fois P de D. Donc, directement, il faut remplacer ces probabilités-là et vous avez le résultat. Donc, ça s'appelle probabilité, formule des probabilités totales. Donc, ce type d'exercice, ils ont deux choses importantes. La première des choses, c'est de traduire l'énoncé sous forme de probabilité. Et ça, c'est la plus grande partie de la réponse. C'est-à-dire, si vous avez bien transformé l'énoncé de l'exercice sous forme de probabilités conditionnelles, des probabilités comme ça, donc déjà, c'est une partie de la réponse. Seulement la traduction des informations de l'énoncé, comment on fait? S'il y a un chiffre qui est lié à un seul événement, donc c'est clair ça, c'est comme le cas de 1 sur 4, c'est la probabilité de A, parce qu'il est lié tout simplement au chemin A. Mais si vous voyez par exemple le 1 sur 10, c'est quoi ça? La probabilité d'arriver en retard en passant par le chemin A. Donc deux événements, arriver en retard et passer par le chemin A. Et dans ce cas, la traduction de cette information se fait par la probabilité conditionnelle. Donc, si vous avez deux événements, il faut penser directement aux probabilités conditionnelles. Seulement, il faut voir celui qui est lié à la probabilité pour le mettre le premier, c'est-à-dire probabilité de quoi? Donc, ici, c'est la probabilité d'arriver en retard, c'est-à-dire de R. Et bien sûr, sachant A, parce que A, il est déjà réalisé. Donc, c'est ça l'essentiel dans l'exercice.
Donc, ça, c'est ça pour la troisième question. Donc, c'est une question évidente. C'est déjà, si vous avez répondu à ces deux questions-là, donc vous pouvez même imaginer la troisième question, qu'est-ce qu'il va être comme question. Donc, je mets troisièmement, on calcule toujours l'inverse de ce que nous avons dans l'énoncé. Sachant qu'une personne arrive en retard au travail, quelle est la probabilité qu'il passe par le chemin 1? Donc, c'est tout simplement la probabilité, elle est liée à 1 dans ce cas-là. Donc, je mets c'est la probabilité de 1, sachant qu'il est en retard. C'est clair? Donc, c'est deux événements, bien sûr, mais celui qui est lié à la probabilité, c'est le 1. Et donc, ceci est égal. Bien sûr, puisqu'on veut inverser, parce qu'on connaît la probabilité de R sachant A, on ne connaît pas A sachant R. Donc, on pense directement à règle de base, qui, au lieu, je ne vais pas faire tous les détails, mais vous avez les détails si vous voulez. Voilà. Règle de base. Donc, il est égal à, tout simplement, à l'inverse probabilité de R sachant A fois probabilité de A sur probabilité de R. Ou bien, ce R-là, vous pouvez le détailler, mais puisqu'on l'a déjà calculé, donc ce n'est pas la peine de le détailler ici, parce que règle de base vous donne R sous forme de probabilité de R sachant A fois P de A, plus probabilité de R sachant B fois P de B, etc. etc. Mais puisqu'on l'a déjà calculé, donc on le laisse comme ça et on le remplace directement dans la formule. Donc voilà, je remplace par les valeurs que nous avons ici. Donc il est égal à probabilité de A, c'est 1 sur 10, qui multiplie probabilité de A, c'est 1 sur 4 sur ce que nous avons trouvé dans l'exercice précédent, c'est 1 sur 8. Et ceci me donne 1 sur 5. Et tout simplement 0,2. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, merci. D'accord. Donc ça, c'est l'examen de ça. Donc je vais faire l'exercice, le premier exercice de l'autre examen, parce qu'il est aussi en présentiel. Donc je vais ajouter un PDF. Voilà donc l'examen. Donc, de combien de manières différentes peut-on élire un président et un vice-président parmi les 10 personnes? Donc, nous avons, on veut formuler un responsable qui est le président et le vice-président parmi 10 personnes. Bien sûr, ici, il faut tester les deux choses que j'ai déjà dit. C'est la répétition et l'ordre. C'est ça les choses les plus importantes. Donc, pour l'ordre, si j'ai la personne A qui est président et j'ai la personne B qui est vice-président, si j'ai changé, je trouve une autre équipe, c'est-à-dire ou bien un autre résultat différent. C'est-à-dire si, par exemple, personne 1, Mohamed qui est président et puis Ali qui est vice-président, si j'ai changé, si j'ai dit que Ali qui est le vice-président et Mohamed qui est le président, donc j'ai un autre résultat. Donc dans ce cas-là, je dis qu'il y a une relation d'ordre. C'est clair? Autrement dit, ce n'est pas une combinaison. Ça, c'est la première des choses. Pour la répétition, est-ce que je peux prendre une personne qui peut être président et vice-président? Impossible. Donc, on veut
deux personnes, c'est-à-dire un président et un vice-président. Donc, on ne peut pas utiliser la même personne dans ces deux postes. Donc, il n'y a pas de répétition. Donc, tout simplement, puisqu'il y a une relation d'ordre, donc c'est un arrangement. C'est clair? Arrangement de quoi? De un. On veut construire deux. C'est l'arrangement de deux parmi 10. C'est-à-dire le président et le vice-président. C'est clair? Et bien sûr, sans répétition. Donc, il est égal à 10 factoriel sur 10 moins 2. 2 factoriel. C'est n sur n moins p factoriel. Et qui est égal à 10 fois 9. Et je simplifie par 8 factoriel, ce qui me donne 90. C'est clair. Il n'y a pas de répétition, parce que s'il y a de répétition, l'arrangement de 2 parmi 10, il est égal à 10 à la puissance 2. Parce que le nombre de possibilités pour le premier, c'est les mêmes que le deuxième. Mais ici, on ne peut pas utiliser la même personne en tant que président et vice-président. Donc, on aura moins de chances pour la deuxième solution. C'est-à-dire, si j'ai divisé en deux opérations, de sous-opérations. Donc, pour choisir le président, j'ai 10 possibilités. Donc, une fois que j'ai choisi le président, cette personne-là ne peut pas être élue une deuxième fois. Donc, j'aurai tout simplement 9 possibilités pour le deuxième. Et donc, le principe de multiplication, puisque je vais élire le président et le vice-président, me donne ça fois ça, qui me donne 90. C'est clair? Voilà, donc c'est ça. Voilà. Ça, c'est juste des explications. Pour l'autre probabilité, donc c'est de combien de façons peut-on ranger 10 livres sur une étagère. Donc, nous avons l'étagère, il est comme ça, et nous avons les livres. Les livres, bien sûr, ils seront différents. Non, on ne parle pas d'un arrangement, on va les stocker sous forme mais ici, nous avons livre 1, par exemple, livre 2, livre 3, etc., jusqu'à livre 10. Donc, si j'ai changé ce livre 1 avec livre 2 de position, je trouve un autre emplacement, c'est-à-dire un autre résultat. Donc, il y a une relation d'ordre. Clair? Est-ce qu'il y a une répétition? Est-ce qu'un livre peut prendre 2 places? Impossible. Donc, pas de répétition. Donc, je n'ai pas de répétition et j'ai une relation d'ordre, mais l'ensemble des éléments auxquels je mets l'ordre, c'est quoi? C'est exactement les éléments qui existent dans la... C'est-à-dire, je fais ordonner, c'est-à-dire si l'arrangement de n parmi n. Et ça, c'est quoi? Sans répétition. Ça, c'est permutation de n. Lorsqu'on n'a pas de répétition dans un arrangement de n parmi n, on parle d'une permutation des éléments. C'est-à-dire les livres, on leur change juste la position, parce que 10 parmi 10. Donc, permutation de n éléments, il est égal tout simplement à n factoriel. Et dans ce cas-là, il est égal à 10 factoriel. Et je peux la laisser comme ça, ou bien la calculer en utilisant la calculatrice. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, l'autre exercice, c'est l'exercice basé sur le cours à distance.
Donc, cette fois-ci, je vais donner un seul examen parce que j'ai remarqué que la majorité ont répondu sur l'examen en présentiel. Donc, je vais donner un seul examen qui se base sur le cours en présentiel. Est-ce que vous avez des remarques? Donc, j'arrête d'abord ce que j'ai enregistré.